Donc c'est parti, bienvenue à cette conférence. Comment redonner au cheval de sport le confort d'une vie de cheval? Alors, c'est un thème qui est vraiment très large. Donc, en fait, je vais aborder bon nombre de notions, élaguer le sujet, donner des idées, des ouvertures, sans forcément rentrer dans le détail, parce que ça peut vraiment faire l'objet de... Chaque poste pourrait faire l'objet d'une conférence en elle-même, en fait. Donc, hop, une petite introduction. Le cheval de sport, il y a le cheval tel qu'on le connaît, le cheval de sport tel qu'on peut le voir dans toutes ses disciplines, dans tous ses états, dans toutes les disciplines dans lesquelles on l'emmène, avec la vie qu'on lui propose, qui va souvent avec une vie domestique artificielle, humaine. Et puis il y a le cheval, tout simplement tel qu'il est, avec la vie qui lui va. Et la différence, l'écart entre le cheval tel qu'il est et le cheval, ce qu'on lui propose, la vie qu'on lui propose, ce que l'on fait est tellement grand qu'on peut être amené à se poser la question de la légitimité des sports équestres, de la légitimité de leur faire tout ce qu'on leur demande, de leur proposer une vie domestique si dénaturée. En fait, cette conférence, je la fais, mais en même temps, je la fais à titre personnel parce que c'est des questions que moi-même, je me suis posées en tant que cavalière. J'ai fait un petit constat, je me suis posé donc cette question en apprenant mieux le cheval. J'ai fait le petit constat, je me suis dit, mince, est-ce que vraiment ce qu'on lui propose, ça lui convient? Et mon petit constat, il est composé de 2 points. C'est déjà que la majorité des pathologies, qu'elles soient physiques ou comportementales, dont souffre le cheval couramment, et qui causent la mortalité précoce, sont causées par la vie domestique ou l'activité sportive induite par l'homme. Les interventions vétérinaires les plus fréquentes sont les coliques en numéro 1, et c'est la première cause de mortalité chez le cheval. Et ensuite, ce sont toutes les boiteries, les traumatismes qui peuvent amener jusqu'à l'euthanasie parce que le cheval, il a 2 points faibles, c'est son estomac et ses membres. Donc, en fait, c'est les deux maillons faibles qui lui causent autant de pathologies et qui sont si compliquées à gérer dans la vie domestique et dans l'activité sportive. Ces pathologies représentent la première cause de mortalité chez le cheval domestique. Deuxième point de ce petit constat, c'est que plus le cheval est utilisé à dessein sportif, plus son environnement est dénaturé. Et les pathologies qui impactent le système digestif, première cause de mortalité, avec les coliques en première ligne, sont très généralement causées par une alimentation inadaptée, soit elle est inadaptée dans la nature, en quantité, une mauvaise distribution, une mauvaise gestion de la distribution alimentaire, et en deuxième lieu par un environnement stressant, c'est-à-dire la vie en écurie, la vie en boxe, l'alimentation contrôlée, rationnée, l'absence de relation avec les autres congénères, la relation à l'homme et toutes les activités sportives qui génèrent un stress. Donc face à ce constat, où je me dis mince, on cause du tort à nos chevaux, je me pose la question, l'emploi du cheval dans les sports équestres est-elle en totale inadéquation avec sa nature propre et donc son bien-être? Je réfléchis un moment quand même. Est-ce qu'il faut que j'exclue pour autant toutes les activités sportives de la relation homme-cheval? Est-ce qu'il faut tout rejeter? Est-ce que les sports équestres sont complètement inadaptés au cheval, tant sur le plan physique que comportemental? Est-ce que les activités sportives équestres induisent-elles nécessairement d'imposer aux vies une cheval aussi artificielle et si éloignée de sa nature? Alors, je peux commencer déjà à élaguer un petit peu et répondre aux questions sans pour autant rentrer dans la conférence.
Les sports équestres sont-ils totalement inadaptés? Bah, moi, là, déjà, je dirais d'emblée que ça dépend. Je pense qu'il y en a qui sont inadaptés. Inadaptés soit parce que la discipline est vraiment inadaptée au cheval, ou soit parce que la performance, le niveau, à partir d'un certain niveau, c'est tellement intense que ça devient inadapté au cheval. Et les activités équestres induisent-elles nécessairement d'imposer au cheval une vie aussi artificielle? Je pense que non. Mais je pense que aussi les attentes pour les professionnels des chevaux au niveau budget, financier, temps, sont... Il y a tellement d'attentes en fait que effectivement, si on essaye de faire coller ce budget argent, temps avec une vie domestique plus naturelle, ce serait pas possible. Donc, il faut forcément faire des concessions. Donc, est-il possible que les acteurs du sport équestre adaptent leur façon de voir et de faire avec les chevaux en prenant avant tout en compte les besoins éthologiques, c'est-à-dire les besoins les fondamentaux, essentiels du sportif qu'est le cheval? Donc, ça, c'est la question que je me pose et je pense que c'est possible, mais que cela va demander aux acteurs du sport équestre de 1. Réapprendre le cheval dans sa nature propre. Je peux voir et j'ai pu voir que les acteurs du sport équestre, que ce soit des propriétaires, des professionnels, ils connaissent très, très, très mal le cheval dans sa nature propre. De le comprendre, de se mettre à sa place et d'auto-évaluer donc ses méthodes par rapport aux besoins fondamentaux du cheval. Ça va nécessiter de remettre en question les idées, les méthodes transmises, et ça va nécessiter d'adapter les méthodes sportives et domestiques en prenant avant tout en compte les besoins éthologiques du sportif en question. Donc ça va quand même demander une remise en question évidente. Et au vu du milieu qu'est le milieu équestre que je connais bien, je peux me permettre de porter quand même un avis qui me semble objectif, c'est que c'est un milieu très fermé et peu ouvert au changement, aux nouvelles méthodes, aux ouvertures d'esprit, aux interrogations. Voilà, c'est très compliqué. Donc allons-y. Comment donner au cheval de sport le confort d'une vraie vie de cheval? Donc, en sommaire, on va faire cette conférence en 3 parties. La première partie, je vais définir le cheval et le cheval de sport dans des grandes lignes. Vraiment, ça va être les lignes, la carte d'identité du cheval et du cheval de sport. On va voir qu'il y a plusieurs types de chevaux de sport. La deuxième partie va être donc consacrée à la vie domestique, puisqu'on a vu que les 2 points de mal-être du cheval dans son activité sportive, c'est la vie domestique trop artificielle ou la pratique sportive. Donc, en deuxième temps, on va voir la vie domestique, voir pour chaque point fondamentaux pour le cheval ce qu'il est possible de faire, d'aménager. Et puis, en troisième temps, concernant l'activité sportive, comment pratiquer son sport en respectant au mieux les besoins de son cheval. Donc, première partie, le cheval et le cheval de sport. Donc, le cheval, dans ses grandes lignes. Alors, on considère le cheval et le poney. On considère le cheval on différencie le cheval domestique du cheval sauvage et du cheval féral. Donc, le cheval domestique, c'est le cheval qui est habitué à la vie domestique avec l'homme. Le cheval sauvage, c'est celui qui n'a jamais été au contact de l'homme, tandis que le cheval féral, c'est celui qui a été au contact de l'homme et qui a retrouvé une vie sauvage. Donc, 3 comportements forcément différents. C'est pour ça que je les différencie, je le note ici. 397 races reconnues avec autant de particularités et de besoins. Des genres, une jument, hongre, entier, étalon. Donc l'hongre, c'est le mâle castré. Entier, c'est un mâle qui n'est pas castré mais qui n'est pas servi à la reproduction, tandis qu'un étalon, c'est qu'il est produit, il est productif à la reproduction.
Donc là, je définis le cheval avec toutes ses facettes parce que en tant que cheval ou en tant que poney, en tant que race, en tant que jument ou hongre, domestique ou sauvage, chacun aura des besoins différents. Au niveau de son développement, c'est pareil. Vous allez avoir le poulain, on va différencier le poulain du jeune cheval, du cheval adulte et du vieux cheval, avec une longévité de 20 à 35 ans. Le milieu de vie, c'est la prairie. Le rythme, alors le rythme, c'est 60% de son rythme journalier est destiné à l'alimentation, 30% à son sommeil et 10% aux autres activités. Son régime alimentaire, il est herbivore. Sa vie sociale, c'est un animal social, donc il a un instinct grégaire, c'est-à-dire un instinct, un besoin de se regrouper avec ses congénères au sein d'un groupe qui est hiérarchisé. La hiérarchie, elle est interactive avec un individu dominant. Ça veut dire qu'il y a un individu dominant qui domine généralement tous les autres et les autres se dominent ou sont dominés. Voilà, il y a pas, c'est pas linéaire. C'est pas, il y en a un en dessous, puis un en dessous, un en dessous. Il y a un individu qui peut être dominant sur l'autre, mais qui peut être dominé par un autre congénère. La caractéristique comportementale, c'est que c'est une proie à l'état sauvage, c'est une proie. Donc, il a donc un instinct de survie, de fuite. Il est très réactif à la peur et il est très sensible. Et c'est ce qui lui permet de rester en vie à l'état naturel. Ça, c'est le cheval dans ses grandes lignes, hein, bien évidemment. Le cheval de sport, alors on différencie plusieurs chevaux de sport parce que en fonction de la discipline, de l'activité et du cadre dans lequel le cheval va être immergé, on va avoir un cheval de sport complètement différent. Par exemple, donc selon la discipline, ça peut être par exemple une discipline de saut d'obstacle en équitation classique. Si c'est un cheval qui est dans un cadre privé avec un gardien qui s'en occupe bien, qui a ses installations privées chez lui, qui fait du sport au niveau, on va dire, amateur, donc c'est fréquent, c'est un entraînement fréquent, mais c'est pas non plus intensif. Il n'y a pas d'attente financière, etc. Donc la vie va être totalement différente que si on prend un cheval d'obstacles qui est dans un cadre professionnel, qui va être mis sur les parcours très tôt pour être justement mis en valeur par les compétitions, où ça va être aussi très différent d'un poney de club qui, lui, va avoir un travail peut-être moins intense sportivement, mais plus rébarbatif, plus répétitif. Ça peut dépendre aussi du milieu, par exemple, le milieu des courses. On va avoir un univers totalement différent et des méthodes totalement différentes que pour un milieu de l'équitation classique ou d'équitation autologique, où là, on va plutôt mettre les chevaux au pré, quelles que soient les méthodes éthologiques d'ailleurs. On va mettre plutôt les chevaux au pré, on va prendre quand même un peu plus en compte leurs besoins fondamentaux. Donc, c'est pour ça que je veux vraiment différencier tous les types de chevaux de sport et ce sera en fonction de chacun propriétaire de chevaux de savoir se situer au niveau de situer votre cheval au niveau de quel type de cheval de sport vous avez et vous demandez quel sport vous demandez à votre cheval, à quelle intensité. Et les paramètres sportifs vont déterminer le choix du cheval en fonction de sa race, de son âge, de ses aptitudes physiques et de son tempérament. On ne va forcément pas choisir le même cheval, par exemple, comme là sur la photo pour la course, on va plutôt choisir un pur sang, donc de race pour les compétitions, donc qui sera très, très jeune pour les courses, pour le milieu des courses, avec un tempérament plutôt près du sang, donc plutôt nerveux et sensible. Par contre, pour le club, par exemple, pour le Shetland qui est à côté, on va donc choisir plutôt un poney Shetland avec un caractère plutôt froid, plus rustique. Un âge, on va plutôt le choisir âgé pour justement qu'il soit adapté aux jeunes cavaliers.
Donc, en fonction des paramètres sportifs, on ne va pas choisir le même cheval, ce qui fait qu'on ne va pas avoir les mêmes besoins aussi en attente pour votre cheval. Et tous ces paramètres sportifs, qu'ils soient au niveau du sport, c'est-à-dire de la discipline, de l'activité, du cadre, ou qu'ils soient au niveau du cheval, la race, l'âge, le tempérament, vont déterminer la qualité de vie domestique que le cheval va plus ou moins avoir au travers de nombreux paramètres de vie qui vont se croiser. Alors, les paramètres de vie vont être physiques, l'habitat, l'alimentation, l'activité, le travail ou le repos et le repos. Au niveau comportemental, la vie sociale, intraspécifique ou interspécifique, la relation homme-cheval. Et au niveau émotionnel, j'ai préféré mettre l'émotionnel à côté parce que le cheval, comme je l'ai précisé tout à l'heure dans la carte d'identité, il est vraiment sensible, donc c'est vraiment un paramètre à prendre en compte. Et en fait, ces paramètres de vie vont interagir les uns aux autres. Ça veut dire que le physique va induire le comportemental, qui va induire l'émotionnel, et le physique peut agir aussi sur l'émotionnel directement. Et tous ces paramètres vont déterminer le bien-être du cheval, tant sur le plan physique, comportemental, émotionnel. Et en fait, tous les paramètres interagissent les uns aux autres. Et si on touche à un paramètre, on touche forcément ou quasiment forcément à un autre. Tout est relié. Et ça veut dire que si vous changez une habitude au niveau physique, vous allez forcément modifier quelque chose dans son comportement à plus ou moins un niveau important et donc à son état émotionnel. Alors, le point négatif, c'est que si vous changez une petite chose, ça peut déséquilibrer tout le reste. Et en même temps, s'il y a un déséquilibre, il peut suffire de rétablir un des paramètres de vie pour rétablir le reste. Donc, tous ces paramètres déterminent le bien-être du cheval en ce qu'il respecte plus ou moins correctement ses besoins physiologiques sur tous les plans physique, comportemental ou émotionnel. Donc, la conclusion de la partie 1, c'est qu'en fonction du sport et du cheval, on distingue plusieurs types de chevaux de sport qui n'auront ni les mêmes besoins, ni la même vie domestique. Et en fonction du type de vie domestique proposé, les besoins fondamentaux du cheval sont plus ou moins respectés. Donc, partie 2, maintenant qu'on a identifié un petit peu notre cheval dans ses grandes lignes et notre cheval de sport, on va voir comment adapter la vie domestique du cheval de sport afin qu'elle soit le plus possible en adéquation avec ses besoins physiologiques fondamentaux. Donc, en fait, on va traverser tous les paramètres de vie au travers de tous ces postes-là. On va voir le paramètre à l'état le plus naturel possible pour le cheval tel qu'il est, ses vrais besoins fondamentaux pour chaque paramètre. Ensuite, on va les comparer avec ce qu'on lui propose dans la vie domestique. On va observer les déséquilibres, les pathologies que ces différences peuvent induire chez le cheval. Et on va proposer, je vais vous aider, essayer de vous proposer des solutions d'adaptation ou de changement plus ou moins importantes. Donc, au niveau de l'habitat, à l'état naturel, il vit donc en prairie, donc ce sont des grands espaces, des espaces partagés où il vit en groupe. Ce sont des habitats nomades, ça veut dire que la prairie, la zone de prairie peut se déplacer en fonction des ressources alimentaires. Et on parle de domaine vital. Ça veut dire que l'habitat, ce n'est pas seulement un habitat, c'est un habitat avec des ressources alimentaires, des zones de toilettes et de repos, et c'est aussi un espace protégé par le groupe. Donc, en fait, quand on touche à l'habitat, on touche à l'alimentation, on touche à l'activité, on touche au repos, on touche à la vie sociale et on touche à l'état émotionnel. L'habitat, c'est un poste clé car il induit énormément de choses. Et c'est malheureusement quand on voit la vie qu'on propose à nos chevaux dans nos civilisations occidentales, l'habitat qu'on propose, il est justement complètement à l'opposé de ce dont la cheval a besoin. Donc, on imagine tout ce que ça engendre de négatif juste par ce poste-là de l'habitat.
Donc, dans la vie domestique du cheval de sport, on peut rencontrer plusieurs habitats. Donc, soit la prairie, un cheval au pré, un paddock plus ou moins grand. En général, on dit 1 hectare par cheval, c'est à peu près l'équilibre pour conserver une pâture saine. On peut avoir du pré-box, on peut avoir de la stabulation libre, du box ou des stalles. Alors, au niveau des box, espace de 3 sur 3 mètres carrés fermés, où le cheval est seul. La stabulation libre un petit peu plus grande, où le cheval peut être à 2, 3, 4 selon la taille de la stabulation, où il va y avoir plus de contact. Les formules pré-box, c'est souvent un cheval qui est auprès la journée, rentré au box la nuit. Et les stalles, comme on peut voir en bas, alors là, le cheval est attaché, il n'a pas possibilité de se tourner, il a moins possibilité de se coucher, pas possibilité de se rouler, il peut avoir du contact avec les autres, mais voilà, c'est très limité, en tout cas, il ne peut pas du tout être mobile. Donc, l'habitat, c'est une notion d'espace. Et quand on dit espace, on parle d'activité, on parle de repos, l'espace nécessaire pour l'activité, pour se mouvoir, pour se reposer. C'est l'espace nécessaire à la vie de groupe. Donc, en fonction de l'habitat que vous allez choisir pour votre cheval, une vie de groupe et la question de la vie de groupe peut se poser ou pas du tout, comme par exemple pour le box, c'est un par box, point barre. Se pose aussi le caractère de la luminosité, de la qualité de l'air, savoir si ce sont des habitats fermés ou ouverts sur l'extérieur. Se pose la question du sol, important le sol pour la qualité, pour la santé des membres et pour le confort de couchage. Et se pose la question de l'alimentation parce que forcément, si vous choisissez un habitat en stall, en intérieur, bah forcément, vous allez avoir une alimentation qui va être tout de suite composée de concentrés. Voilà. Forcément, vous n'allez pas avoir une alimentation en herbe telle qu'elle est préconisée pour le cheval. Donc, les paramètres liés, bah, l'habitat, vous touchez à l'alimentation, à l'activité, au repos, à la vie sociale, à l'état émotionnel. Et les bien-être sur le plan physique, comportemental, émotionnel peuvent être soit totalement ou partiellement ou pas du tout respectés. En fait, en fonction de ce que vous allez choisir, plus ou moins, vous allez ou respecter un peu ou pas du tout les besoins de votre cheval. Donc, quand on voit les chevaux en boxe, hein, c'est ce qu'on voit couramment, c'est fréquent, c'est normal, on va dire, c'est visuellement normal. C'est complètement à l'envers des besoins fondamentaux du cheval, puisque du coup, il n'a aucune activité. Bon, sa zone de repos, pour le peu qu'il ait une litière confortable, ça peut aller. La vie de groupe, il n'y en a aucune. Luminosité, il suffit que ce soit des box dans un hangar avec une qualité d'air et une luminosité médiocre. Pour la santé et pour le moral, on voit l'impact. Au niveau de l'alimentation, ça va être forcément une alimentation faite de concentré et de fourrage. Donc, dans la vie domestique du cheval de sport, les pathologies qui peuvent être engendrées par le choix de l'habitat, bah, des problèmes digestifs, des problèmes respiratoires, des problèmes locomoteurs du fait du manque d'activité. Au niveau comportemental, émotionnel, du stress, de l'anxiété, de l'agressivité, agression, de la peur. Donc, des solutions d'adaptation de confort liées à l'habitat. Bah, pour l'habitat, choisir au maximum un habitat en prairie, ne serait-ce qu'un moitié-moitié pré-box. S'il n'y a pas possibilité de le mettre en prairie, le mettre au paddock le plus souvent possible, dans des aires où il peut se déplacer, parce qu'au niveau de l'activité, il est complètement contraint. Donc, essayer de lui offrir aussi des moments de liberté dans des aires un petit peu plus grandes, comme un rond de longe, un manège, une carrière bien clôturée. Au niveau de l'alimentation, proposer une alimentation le plus possible composée de fibres, de fourrage, avec une distribution alimentaire tout au long de la journée ou en libre accès. Au niveau du repos, au niveau de l'habitat, bah, avoir un sol confortable, une litière confortable. Essayer aussi de faire que l'environnement dans lequel se trouve l'écurie
soit calme, ou au moins qu'on essaye d'avoir, par exemple, de limiter l'accès aux écuries, aux heures de repos du cheval, ou à des jours, voilà, les chevaux aient des jours où ils peuvent se reposer. Au niveau de la vie sociale, bah, si vous avez un habitat en prairie, essayez de le mettre dans un groupe. Groupe, c'est à partir de 2. Donc, essayez de le mettre au moins avec un autre congénère au maximum. Ou si vous n'avez absolument pas la possibilité de le mettre en prairie, essayez de lui offrir des moments d'activité dans des zones un peu spacieuses comme j'ai dit tout à l'heure, le ronde-longe, le manège, etc., avec un autre congénère avec lequel il s'entend bien. Au niveau de l'état émotionnel, c'est vraiment d'avoir des zones, des zones d'habitation le plus naturelles et le plus calme possible. Au niveau de l'alimentation, à l'état naturel, le régime alimentaire, il est herbivore. Il se nourrit d'herbes essentiellement, de plantes légumineuses, de ligneux. Et l'eau, très importante, de 20 à 60 litres par jour. L'alimentation doit contenir des fibres, en majorité des fibres, puis ensuite des protéines, des lipides, des minéraux et des vitamines. La quantité, c'est en fonction du modèle du cheval, de l'âge, de sa physiologie, du climat, de la saison, de l'activité. Il faudra prendre en compte tous ces paramètres pour établir une ration. Le cheval broute en moyenne 16 heures par jour et de manière continue, c'est 60% de son temps, au pas, tête baissée. On parle de pas broutant. Donc en fait, quand on s'aperçoit tout de suite que quand on parle d'alimentation, on parle aussi d'activité. Donc l'alimentation touche à l'habitat, touche à l'activité, touche à la vie sociale et à l'état émotionnel. Donc effectivement, si on choisit un habitat au box, ça va être plus compliqué de le nourrir à l'herbe. Donc forcément, l'habitat va être tenu en question. L'activité, c'est au niveau du pas broutant, du besoin d'aller chercher la ressource alimentaire. Voilà. La vie sociale, l'alimentation sous-tend aussi la vie sociale, parce que si une alimentation est pas assez importante en quantité, il va y avoir une tension par rapport à l'alimentation, l'agressivité, donc ça sous-tend aussi la vie sociale et l'état émotionnel. Dans la vie domestique donc, du cheval de sport, plusieurs types d'alimentation. L'alimentation peut être composée d'herbes, de fourrage, de céréales. Donc, dans les céréales, il y a les céréales et les concentrés, donc plus industriels, fruits, légumes, les pierres à sel et compléments divers. Donc, l'alimentation, c'est la qualité, c'est-à-dire la nature, la quantité, la ration, et la distribution, comment vous allez établir le repas dans la journée. Quand on parle d'alimentation, on parle d'habitat, d'activité, de vie sociale, d'état émotionnel. Et le bien-être, sur les plans physiques, comportemental, émotionnel, peuvent être soit totalement, partiellement ou pas du tout respectés. Les pathologies qui peuvent être engendrées par le choix de l'alimentation, des problèmes digestifs, les problèmes de dentition, des dents qui sont une table dentaire qui n'est pas assez usée, des problèmes respiratoires, je pense aux chevaux qui sont tout le temps en boxe, qui respirent un foin poussiéreux et une paille poussiéreuse tout au long de la journée. L'état physique général, forcément une alimentation qui est déséquilibrée ou carencée. Et au niveau comportemental, stress, anxiété, agressivité, agression. Parce que l'alimentation sous-tend le stress si la ration alimentaire n'est pas suffisante. Le cheval est un animal pacifique, donc en fait, si à partir du moment, les seuls, mis à part la prédation, il n'y a que l'alimentation et encore les conflits hiérarchiques qui peuvent sous-tendre le stress. Donc, dans la vie domestique du cheval de sport, des solutions d'adaptation, essayer d'opter pour une alimentation le plus possible composée de fibres, de fourrage au maximum, en accès libre pour qu'il puisse se nourrir tout au long de la journée, compléter son lest intestinal. Essayer aussi d'avoir une activité suffisante, parce que un cheval qui s'alimente à l'extérieur naturellement, il est au pas broutant. Donc, l'activité permet la digestion aussi.
Donc, essayer de permettre à son cheval de se bouger, de marcher dans ces temps de repas. Et aussi, différencier, c'est donner du temps entre les séances de travail et les temps de digestion. Au niveau de la vie sociale et de l'alimentation, bah, c'est essayer d'avoir des ressources alimentaires suffisantes pour pas qu'il y ait de conflit entre les chevaux, nourrir le leader en premier et se passer les points de ressources alimentaires pour les autres pour pas qu'il y ait de conflit, surtout quand il y a des aliments rationnés. Donc pour l'état émotionnel, c'est pareil, c'est une alimentation en quantité suffisante et de fibres parce que une alimentation trop riche en concentré acidifie l'estomac et l'acidité procure du stress. Au niveau de l'activité du repos, alors au niveau de l'activité, c'est en moyenne de 3 heures d'activité par jour, 10% de son temps, plus 16 heures de pas broutant. J'ai mis les 16 heures de pas broutant à côté, mais c'est aussi de l'activité. Donc au pas broutant, pour l'alimentation, c'est du pas. Pour les déplacements vers les ressources alimentaires et les points d'eau ou vers un autre territoire, c'est du pas. Pour les contacts intraspécifiques, ça peut être des jeux, des comportements hiérarchiques, des comportements sexuels, ça peut être aux 3 allures, des postures de défense, d'agression et de parade. Au niveau de la distance parcourue, donc elle est essentiellement au pas. La distance est très variable selon la dimension de l'air et du cheval. C'est en moyenne 7 km par jour pour un cheval domestique et 17,9 km par jour pour un cheval féral, c'est-à-dire sauvage retourné à l'état sauvage, sur 16 hectares. Donc on va dire que nous, sur nos chevaux domestiques qui sont plutôt à 1 hectare, c'est de 1 à 5 km par jour par cheval domestique. Et pour le cheval au box, c'est 200 mètres. Donc, on voit la différence. Alors, au niveau du repos, c'est en moyenne 5 à 6 heures par jour de repos, donc 20 à 30% du temps. C'est du repos debout, en somnolence ou couché, plus du sommeil un peu plus profond. La somnolence, c'est par cycle de 0 à 15 minutes. Le sommeil profond aussi par cycle de 15 à 30 minutes environ. Et plutôt la nuit et sur le temps du midi. Au niveau de l'activité des repos, bah, il faut tenir en compte que cet équilibre, parce que quand je parle d'activité, là, c'est plus un équilibre activité-repos plus que travail qu'on va aborder en troisième partie. Ça va dépendre, l'activité de repos va dépendre de la physiologie et pathologie de votre cheval, parce que vous n'allez pas avoir un cheval qui va avoir une même activité et un même besoin de repos si c'est un poulain, une poulinière, un étalon, un cheval âgé ou un cheval malade. Si aussi c'est un cheval leader, il va être beaucoup plus actif que si c'est un cheval en bas de la hiérarchie. Les paramètres liés, bah, quand on touche à l'activité, on sous-entend le repos, hein, c'est lié, activité-repos. On va forcément impacter l'alimentation parce que pour une bonne activité, il faut avoir une alimentation suffisante. L'activité, c'est aussi la vie sociale parce que on a vu que l'activité était engendrée par la vie sociale à l'état naturel. Et c'est aussi l'habitat parce que c'est l'habitat qui permet l'activité ou pas du tout. Dans la vie du cheval de sport, eh bien, c'est différent. L'activité sportive s'ajoute ou parfois se substitue à l'activité physiologique. L'activité physiologique, c'est au pas, tranquille, dans son pré. L'activité sportive sollicite le cheval aux 3 allures et souvent plus au trot et au galop, alors qu'à l'état naturel, c'est essentiellement du pas. Le cheval peut être amené à exécuter des exercices peu ou pas utilisés à l'état naturel, donc des sauts, des figures de dressage, des figures artistiques. En général, le cheval, quand il voit un obstacle sur son chemin, il l'évite plus qu'il le saute. L'effort de l'activité sportive est plus intense, que ce soit en puissance ou en endurance et en fréquence, qu'à l'état naturel. Et autre chose très importante, c'est que l'activité pour le cheval de sport, elle est motivée non pas par les contacts intraspécifiques, c'est-à-dire entre cogénères, mais elle est motivée par la demande de l'homme, donc elle est contrainte. Donc quand on parle d'activité, on va parler de nature d'activité, du type d'effort, du type d'exercice, la fréquence,
on va parler de la motivation à l'activité. Quand on parle du repos, c'est la qualité et la quantité du repos. Et donc, on essaye d'avoir un équilibre activité-repos. Donc, en fonction de tous ces paramètres, les bien-être peuvent être ou totalement ou partiellement ou pas du tout respectés. Les pathologies qui peuvent être engendrées par un déséquilibre de l'activité-repos, l'état de santé général, un manque, que ce soit en excès ou en manque d'activité, l'état de santé général, le système immunitaire, une fatigue excessive au niveau locomoteur, au niveau de la respiration, de la digestion, de la circulation, du drainage rénal, au niveau comportemental, du stress, de l'anxiété, de l'agressivité, de l'agression, des peurs. Solution d'adaptation et de confort pour l'activité repos. Et essayer de donner à son cheval le plus possible des temps d'activité libre. Parce que souvent dans les écuries, mon cheval est sorti, donc il a son quota d'activité résolu. Or, c'est de l'activité contrainte, ça n'a pas été forcément beaucoup au pas, c'était plutôt dans des exercices intenses. Et puis ensuite, il est remis au placard aussitôt. Donc, ça n'a rien à voir avec l'activité qui se déroule tout au long de la journée. Donc, essayer de lui donner des moments d'activité libre et si possible avant le travail. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà fait des voyages en voiture très longs. Quand on sort de la voiture, qu'on a été dans un espace tout petit pendant longtemps, je vous mets au défi de faire des performances sportives. Voilà. Juste, on a juste les muscles complètement empâtés, on n'est pas étiré. Donc, c'est juste, on est maladroit avec notre corps. Or, c'est ce qu'on demande à nos chevaux quand ils sortent du box. On leur demande d'exécuter des activités de danseurs classiques alors qu'on vient sortir de la voiture. C'est juste ni plus ni moins ça. Au niveau du repos, c'est avoir des temps de repos, essayer de respecter au maximum ces temps de repos. Donc, ça peut aussi passer par l'habitat, hein. Un habitat confortable et un environnement calme. C'est aussi essayer de ne pas travailler son cheval pendant les temps où il a des sommeils les plus profonds. Par exemple, je pense au temps du midi. Avoir une alimentation suffisante, pas excessive, parce que un cheval qui a une alimentation trop riche euh, va forcément engendrer une activité plus compliquée à gérer. Quand on voit mon cheval il est complètement stressé aujourd'hui, voilà, il est comme ci, il est comme ça. Bon, il a peut-être juste besoin. Il n'a pas bougé, il a juste besoin d'exploser et de faire ressortir toute l'énergie qu'il a ingurgitée en un repas qu'il a avalé en 5 minutes. Essayer de donner aussi la possibilité d'avoir des interactions, une activité sociale, pas une activité de travail, une activité sociale dans le sens jeu, contact avec les autres congénères. La vie sociale, donc à l'état naturel, c'est un animal social qui a une vie intraspécifique hiérarchisée, donc un instinct grégaire, un besoin de regroupement auprès des autres congénères, des contacts intraspécifiques, je me suis trompée. Je vais au sein d'un groupe, donc le groupe peut varier de 3 à 10 chevaux en fonction de la nature du groupe. C'est une hiérarchie interactive avec un individu dominant, il y a un leader, il y a des juments, il y a des jeunes qui ont tous des rôles bien différents et qui en fait, où les rôles se complètent et s'accordent. Chacun les uns utiles aux autres. Les contacts entre individus, les raisons, ce sont l'identification, les conflits hiérarchiques, l'alimentation, la reproduction, le jeu, les contacts d'affinité et d'allogromie. Donc l'allogromie, c'est quand les chevaux se grattent mutuellement, se toilettent mutuellement. Les moyens, ce sont des contacts tactiles, auditifs, visuels, olfactifs, notamment à travers les postures, les signaux vocaux et les marquages. Donc,
Tous les paramètres de vie, mis à part la relation homme-cheval, sont liés à la vie sociale, engendrent ou sont engendrés par la vie sociale. Dans la vie domestique du cheval de sport, les contacts sont pluriels. Ils sont à la fois intraspécifiques et interspécifiques. Il peut avoir des contacts avec l'homme, mais aussi avec d'autres animaux comme le chien, la chèvre. Les groupes entre congénères sont généralement plus restreints, plus homogènes qu'à l'état naturel. On va plus facilement faire un groupe de juments et un groupe d'ongles, par exemple, un groupe de poneys et un groupe de chevaux, un groupe de jeunes et un groupe de plus vieux. Le cheval peut être isolé avec des contacts limités et contrôlés par l'homme ou complètement absents. Donc la vie sociale, ça sous-entend la spécificité des relations ou simplement entre congénères ou s'il a affaire à d'autres espèces, la qualité, le contact, la quantité des contacts. Et le bien-être peut être soit totalement ou partiellement ou pas du tout respecté en fonction de la spécificité, de la qualité, de la quantité des contacts. Les pathologies qui peuvent être engendrées, stress, anxiété, agressivité, agression, peur au niveau comportemental tout d'abord. Puis au niveau physique, c'est tout ce que la résultante des pathologies en fait comportementales. L'état de santé général, c'est souvent lié au stress, un trop grand stress, à la digestion, repos, sommeil. Il faut savoir que le groupe sécurise le cheval. Donc sans le groupe, pour le cheval, n'est pas du tout sécurisé. C'est un animal proie qui a justement besoin de ses congénères pour des temps de repos et pour son esprit pacifique. Donc, solution d'adaptation. Au niveau de la vie sociale, essayer d'être au maximum de laisser son cheval au contact d'autres chevaux par l'intermédiaire d'une vie en groupe. Ça, c'est l'idéal. Ou au moins donner des temps de contact dans des aires de liberté avec des chevaux pour lesquels il y a des affinités pour pas qu'il y ait de problèmes, des blessures. Permettre l'activité, donc avec des activités, des contacts intraspécifiques avec d'autres chevaux. Au niveau du repos, c'est essayer d'avoir par exemple un habitat où les chevaux peuvent avoir des contacts visuels, olfactifs, où ils peuvent se sentir pas seuls du tout. Au niveau de la vie émotionnelle, alors, à l'état naturel, c'est un animal sociable qui est sensible à son environnement social, qui a un instinct grégaire. C'est un animal proie qui est sujet à la peur avec un instinct de fuite. C'est aussi un animal pacifique. L'agression ne vient que lorsque la fuite lui est impossible. Et le stimuli du stress, c'est la prédation ou c'est la vie sociale. Les paramètres liés à la vie émotionnelle, c'est la vie sociale, l'habitat et l'alimentation. Dans la vie domestique du cheval de sport, le cheval est soumis à tout type de stress non naturel induit par l'homme, la gestion non naturelle de son mode de vie, de son environnement dénaturé, les activités sportives qui l'obligent à aller contre sa nature calme, pacifique et de fuite face au conflit et à la peur. On demande aux chevaux d'être téméraires, d'aller au-delà de leur peur. C'est complètement contre nature. Le contact interspécifique humain. L'humain est un animal prédateur, donc c'est une relation non naturelle et non évidente à la base qui demande à l'homme d'apprivoiser la peur du cheval, demande au cheval d'aller au-delà de sa peur. Donc, l'état émotionnel, on va considérer ça en fonction du niveau du stress, de confrontation à la peur, au sentiment de sécurité, à l'instat de fuite qui est possible ou pas, au respect de l'instinct de fuite, au respect de l'instinct grégaire. Et le bien-être peut être ou totalement ou partiellement ou pas du tout respecté. Les pathologies qui peuvent être engendrées par un déséquilibre de l'état émotionnel, stress, anxiété, agressivité, agression, peur, et physiques, donc qui sont induites par le comportement, l'état de santé général. Le stress, c'est le problème numéro 1 des coliques et des ulcères en général, les problèmes digestifs, les troubles du repos.
Donc, dans la vie domestique du cheval de sport, des solutions d'adaptation. Au niveau émotionnel, alors, essayez au maximum de prendre en compte le fait que votre cheval, c'est un animal sensible pour lequel il faut juste agir avec douceur, avec patience, avec compréhension, parce que tout ce qu'on lui demande, ça va à l'encontre de sa nature qui est un animal qui va prendre la fuite quand il y a quelque chose qu'il ne peut pas solutionner. Une vie sociale riche, s'il a une vie sociale qui est riche, il va être plus apaisé. Un habitat qui lui permet d'être apaisé, pas soumis à des stress quotidiens pour lesquels il ne peut pas fuir. Une alimentation qui est faite de fibres tout au long de la journée permet d'avoir un animal qui est apaisé, qui n'est pas tendu par les ressources alimentaires. Il suffit de regarder les chevaux, le comportement des chevaux à l'écurie quand le palefrenier sort la boîte de granulés. Les chevaux, ils n'ont que 3 repas par jour en général. Donc, voilà, c'est avalé en 5 minutes. Du coup, il y a un lest intestinal qui n'est pas fait et ça provoque énormément de stress pour le cheval qui, normalement, mange toute la journée. Une activité suffisante. Et aussi un choix du cheval parce que je pense qu'il faut choisir son cheval par rapport au stress auquel on va le soumettre. Et il y a des chevaux qui sont plus sensibles que d'autres. Alors, par rapport aux études qui ont été faites sur l'IFCE, j'ai regardé en faisant la conférence, les chevaux qui apprennent le plus vite sont les chevaux qui sont le plus proches de sang, c'est-à-dire les plus sensibles. Et c'est souvent les stimuli de peur qui sont les plus rapides au niveau, qui permettent d'avoir un apprentissage le plus rapide. Or, ce sont les chevaux qui vont le moins bien supporter les stress liés à la vie domestique et à l'activité sportive. Donc, moi, à mon sens, il est plus correct de choisir un cheval au tempérament un petit peu plus froid, plus posé, mais ça reste un cheval sensible, mais un cheval qui va être un petit peu plus flexible tout au stress auquel on va lui soumettre pour les concours, pour les transports, pour les soins, voilà. Et donc, ça va diminuer son facteur stress. Conclusion de cette partie, on a donc vu que le bien-être, ça sous-tend la vie domestique à travers plusieurs points fondamentaux et que en fonction du choix d'habitat, d'alimentation, d'activité repos et de vie sociale que vous proposez à votre cheval, vous pouvez plus ou moins agir sur le bien-être de votre cheval. J'ai fait, en faisant cette conférence, j'ai observé des études qui ont été faites et la longévité d'un cheval sauvage, c'est de 7 à 8 ans. Et en général, la mort survient par traumatisme lié au déplacement ou au conflit hiérarchique. Bref, on peut se dire qu'avec la dureté d'une vie à l'état sauvage, les problèmes des ressources alimentaires qui viennent en deuxième plan, on peut comprendre éventuellement que la vie soit plus compliquée et que la longévité soit moindre. Or, les chevaux domestiques, la moyenne, bon, ça reste une moyenne, donc c'est pas forcément entièrement lisible, elle n'est que de 10 ans. On pourrait penser que justement la vie domestique lui permet un confort de vie, une longévité. Eh bien, pas tellement, pas tant que ça du moins. Et avec les causes de mortalité que j'ai soulevées au départ, en général, c'est les coliques en numéro 1, donc des problèmes d'alimentation. L'alimentation fractionnée 3 fois par jour au granulé, avec très peu de fourrage, ça ne lui convient pas. Et en général, les pathologies se collent à la peau du cheval. On va dire c'est un cheval qui est colicard, comme si c'était ce cheval-là, il tique, comme si c'était une caractéristique qui était induite par l'animal lui-même. Mais non, en fait, c'est que juste sur 10 chevaux, vous allez en avoir 9 qui vont s'adapter à la douleur et vous en avoir un qui ne va pas s'adapter à la douleur. Mais ça ne veut pas dire que pour autant que les autres apprécient la vie qu'on leur propose. Donc,
Dans cette troisième et dernière partie, on va voir comment pratiquer son cheval en respectant au mieux euh, tous les plans physiques, comportementaux et émotionnels. Donc, à travers des postes très généraux, hein, à nouveau, je balaye beaucoup de choses qui pourraient être plus détaillées. Je pense, dans un premier temps, il faut bien choisir son cheval. Il faut choisir son cheval en fonction de sa discipline, en fonction du cavalier. Et en fonction de ces deux paramètres-là, vous allez choisir votre cheval au niveau physique, savoir quel morphotype vous allez utiliser, la race, au niveau de l'âge, au niveau de sa physiologie, pathologie, au niveau de son comportement, son émotionnel, son tempérament, au niveau aussi de sa motivation et de sa capacité d'apprentissage, je vais le détailler dans un exemple, au niveau aussi de son expérience, de ses acquis, de ses aptitudes. Par exemple, si vous êtes un cavalier, on va dire que vous êtes un petit modèle, vous allez pouvoir choisir un cheval qui a lui aussi un petit modèle. Ça me paraît logique d'essayer de faire concorder pour le bien-être locomoteur du cheval les morphotypes de l'un et de l'autre. Si vous avez un niveau équestre, un petit niveau équestre, essayez de choisir plutôt un cheval qui va avoir justement une expérience, qui va vous guider lui aussi, qui va vous conduire dans votre pratique. Ça, c'est pour vous, pour atteindre vos objectifs à vous, mais c'est aussi pour votre cheval, parce que si un jeune cheval qui a besoin d'apprendre n'est pas l'idée par un cavalier parce que le cavalier est débutant, il va être dans un stress constant en fait. Au niveau aussi de la motivation, peut-être que c'est bien aussi de bien connaître le cheval qu'on va choisir et de savoir si la discipline pour lequel on le destine lui va. Parce qu'on peut avoir par exemple des très bons selles français qui ont des performances physiques à l'obstacle, mais qui n'aiment pas du tout sauter. Donc après, c'est à vous de voir, mais peut-être que juste avoir un cheval qui aime la discipline ou qui n'a pas l'air trop dérangé par la discipline pour laquelle pour lequel on le réserve, bah, c'est plus agréable pour les deux, tout simplement. Au niveau de l'apprentissage. Alors, quelques conseils, pareil, on balaye pour optimiser l'apprentissage de votre cheval. Un apprentissage et un travail doux, progressif et adapté à l'animal. C'est un cheval qui va être respecté sur tous les plans, pour lequel on va préserver la motivation à l'activité, ou du moins qui ne va pas la subir. Et ce sont des objectifs sportifs qui vont être atteints efficacement et rapidement. Il faut savoir que l'utilisation utilise des techniques de conditionnement par association et par répétition. Donc, par rapport à l'apprentissage, il faut savoir qu'il y a des moments clés pour lesquels il faut être particulièrement vigilant. C'est au moment du sevrage, du débourrage. Il va falloir aussi faire attention à toute l'éducation qu'on va donner à pied, aux manipulations pratiques que l'on va proposer à son cheval. L'apprentissage, en fait, pour moi, il commence déjà à ces trois moments-là. Et pendant les soins, pendant les moments d'affection qu'on peut avoir avec son cheval, c'est le moment de tisser une relation avec son cheval, une relation d'affection, et de se poser en leader, d'être pour lui un repère sécurisant. Et profiter des périodes sensibles du développement pour proposer de nouveaux apprentissages et tisser des liens, donc notamment au niveau du débourrage et du sevrage. Au niveau des moyens, eh bien connaître son cheval pour s'adapter à ses particularités physiques, comportementales, émotionnelles, savoir ce qu'il aime, ce qui le motive, ce qui l'anime. Et donc, utiliser tout ce qui le motive et tout ce qui l'anime à des fins d'apprentissage. Par exemple, sur 2 chevaux que j'ai au travail, j'en ai un qui est très récompense alimentaire, qui est à fond sur l'alimentation, c'est sa raison de vivre. Et puis j'en ai un autre qui n'est pas tellement intéressé par ça, mais par contre qui n'aime pas du tout l'activité sportive qu'on lui propose. Donc pour lui, en fait, la récompense ultime, c'est le repos. Donc s'il y en a un que j'ai envie de faire passer le message que l'exercice est particulièrement réussi et que je veux vraiment ancrer ça,
je vais plutôt proposer une récompense alimentaire, tandis qu'à l'autre, je vais plutôt proposer un temps de repos. Essayez d'utiliser des méthodes d'habituation et de désensibilisation, donc douces et progressives. Utilisez bien la voix, votre posture, avoir des ordres clairs, toujours les mêmes, un vocabulaire répétitif et récurrent. Utilisez la récompense plutôt que punir, c'est-à-dire récompenser ce qui vous va et ignorer ce qui ne vous va pas. Utilisez des stimuli pour au niveau du conditionnement, du travail de conditionnement, les plus naturels et les plus doux possibles. Utilisez au contraire ce qui le motive pour conditionner ce que vous voulez faire apprendre à votre cheval. Avoir un matériel adéquat aussi. Au niveau du cadre, essayez d'avoir un plan pédagogique, c'est-à-dire définir ses objectifs à l'avance, les découper en étapes et en sous-étapes. Avoir des séances courtes mais fréquentes, finir sur une réussite. Faire votre séance et votre apprentissage dans un environnement et à des moments adéquats. Quant à l'attitude, il faut être dans des bonnes conditions mentales et physiques pour aborder une séance. Prendre le temps, être disponible pour l'apprentissage, ça peut prendre beaucoup plus de temps que l'on pense pour certains exercices. Il faut être pédagogue et patient. C'est pour ça que si vous avez un jeune cheval et que vous n'êtes pas trop patient ou pas disponible, optez plutôt pour un cheval qui a déjà l'expérience et pour lequel il y a moins d'apprentissage à faire. Il faut prendre son temps, savoir accepter d'avoir des moments de stagnation, de reculer au besoin. Et pas hésiter à se former et s'informer sur les nouvelles méthodes d'apprentissage qui peuvent être proposées. Au niveau de la gestion du travail, quelques conseils pour bien optimiser vos séances de travail. Et pas hésiter à préparer vos séances de travail à l'avance. Découper, savoir quel objectif vous voulez atteindre, le découper en étapes, en sous-étapes. Créer un plan pédagogique en fait. Avoir un planning hebdomadaire, proposer des séances variées, varier la technique au travail d'endurance, au travail un peu plus reposant, un peu plus distrayant et ludique. Par exemple, sur le travail d'écurie que j'ai pu faire, par exemple, dans des écuries d'obstacles, il y avait le lundi, comme c'était la reprise, le lundi, c'était souvent les moments de repos parce que le dimanche, c'était le concours. Donc, le mardi, c'était plutôt un travail d'endurance pour remettre tranquillement le cheval au travail. Le mercredi et jeudi, c'était plutôt du travail technique. Ça montait un petit peu en intensité. Et puis ensuite, le vendredi, ça redescendait un petit peu en intensité pour pouvoir aborder les concours du week-end. Essayez de tenir un journal de bord pour savoir où est-ce que vous en êtes de vos objectifs et avoir un encadrement, du feedback ou alors s'auto-évaluer en faisant des vidéos de vos séances et pas hésiter à se former et s'informer des nouvelles méthodes. Pensez à détendre et délier et tirer votre cheval avant le travail. Moi, ma routine, c'est quand un cheval n'est pas... Les chevaux dans l'écurie, j'interviens, sont prêts, donc ça facilite énormément. Mais quand vous avez un cheval au box, pas hésiter à le mettre au paddock ou le détendre en liberté avant pour qu'il puisse se rouler. Alors, il y aura du pansage à faire, mais pendant qu'il se roule, il s'étire, il se décontracte et en fait, vous arrivez en séance avec un cheval qui est disponible physiquement et émotionnellement. Si vous le sortez du box, qu'il est complètement explosif parce qu'il n'est pas sorti depuis la veille, qu'il n'est pas étiré, vous allez perdre du temps dans votre travail pour essayer de le relaxer, pour essayer de l'étirer. Alors que si vous prenez ce temps-là avant, vous allez gagner en efficacité, en rapidité. Pas hésiter à masser son cheval, à l'étirer à pied. Pas hésiter aussi à changer parfois de couple cavalier-cheval quand on sent que ça ne va pas ou pour avoir un avis extérieur. Et au niveau physique, pensez à marcher son cheval avec la selle quelques minutes avant de le monter et monter avec un montoir pour ne pas tirer sur son garrot. Enfin,
pour finir, bien connaître le cheval et son cheval. Chercher à connaître le cheval dans sa nature propre et son cheval en tant qu'individu, c'est être digne d'être un propriétaire, un gardien, un professionnel, en tout cas un acteur des activités sportives équestres. Je pense que tout cavalier, c'est malheureusement, ça commence à être dans les programmes fédéraux, mais c'est quand même très timide. C'est quasiment optionnel. Mais je pense que connaître le cheval éthologiquement, c'est-à-dire dans ses besoins fondamentaux, ça devrait être essentiel et ça devrait être primaire. Donc, soit vous prenez vos informations de part et d'autre, comme vous le faites là ce soir, soit vous prenez une consultation avec un comportementaliste pour essayer d'évaluer les paramètres de vie, s'ils sont OK avec les besoins de votre cheval. Prendre du temps pour l'observer en liberté, prendre du temps pour tisser une relation en dehors des temps de travail et surtout savoir ce qui le motive et ce qui l'anime pour utiliser ça dans ses activités. Donc, des méthodes d'apprentissage et une gestion du travail de qualité adéquate et douce permettent au cheval de trouver un intérêt, du plaisir dans le sport, d'améliorer sa condition physique et permet à l'humain d'atteindre de manière efficace et rapide ses objectifs sportifs tout en respectant son cheval. Ceci dans le but de faire de l'activité sportive équestre un jeu dans lequel les deux parties sont gagnantes. Donc, le bien-être de votre cheval, donc, dans cette conférence, on a vraiment balayé beaucoup de choses, en fait, sans rentrer dans le détail. En tout cas, ça passe à la fois par la vie domestique que vous lui proposez, qui peut être complètement en adéquation ou alors complètement à l'envers de ce dont il a besoin. Et puis, ça passe aussi par la manière dont vous allez induire les activités sportives. Concernant la vie domestique, je peux ajouter qu'il y a des choses qui sont faites actuellement, les écuries actives, Paddock Paradise, qui sont des solutions qui permettent aux acteurs des sports équestres de gérer des grands groupes en gagnant justement du temps et à moindre frais. Ça demande des frais pour installer les écuries au départ, mais après, je pense que c'est vraiment du bénéfice. Après, il faut adapter progressivement les chevaux à cette nouvelle vie parce qu'on les a fragilisés. Les races sont devenues de plus en plus fragiles et la vie domestique l'a fragilisé à l'état naturel. Et voilà pour moi et je vous laisse à vos questions.